Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 21 août. À la une de l'actualité, la France incombe à l'Algérie la suspension des visas aux détenteurs de passeports diplomatiques et officiels. Un mensonge selon une source au ministère des Affaires étrangères algérien citée par l'APS. Les restrictions à l'accès au territoire français ont été annoncées par la partie française dès le mois de février dernier. Énergie est entrée en service de plusieurs installations dans la zone de production des hydrocarbures à Tinfoué, Tabencourt à Ilizi, un complexe de traitement gazier d'une capacité de 12 millions de mètres cubes jour, une unité de production d'électricité de 125 MW et 355 km de gazoduc, entre autres installations. Coup d'envoi d'une caravane médicale itinérante qui sillonnera 17 wilayas du pays, composée d'une équipe multidisciplinaire. Elle prodiguera des soins et des consultations dans les recoins les plus éloignés des hauts plateaux et du sud, et ce jusqu'à la fin de l'année. En France, appel à une mobilisation générale le 10 septembre prochain, une invitation à des grèves, manifestations et boycotts contre la vie chère, les plans de restriction du gouvernement également et les politiques de spoliation des acquis sociaux, un mouvement largement relayé sur les réseaux sociaux. Nous parlerons ce soir de lunettes de soleil, un indispensable en période estivale et un geste à adopter dès le jeune âge pour se protéger des ultraviolets selon les spécialistes de la santé. Mais quels critères pour choisir la bonne paire de lunettes? Réponse dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Suspension de l'accord algéro-français 2013 relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Dans le journal officiel, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères attribue la responsabilité à la partie algérienne, indiquant que l'Algérie a cessé de l'appliquer à compter du 11 mai 2025. Un mensonge. Selon une source au ministère algérien des Affaires étrangères citée par l'APS, les restrictions à l'accès au territoire français imposés aux titulaires de passeports diplomatiques et de services algériens ont été annoncés par la partie française elle-même dès le mois de février dernier. Les détails par Walid Yousfi. Publication le 19 août courant par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères d'un avis dans le journal officiel de la République française portant sur la suspension de l'accord algéro-français de 2013 relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Avis qui attribue à la partie algérienne la responsabilité de cette suspension en indiquant que l'Algérie a cessé de l'appliquer à compter du 11 mai 2025. Approchée à ce sujet, une source du ministère algérien des Affaires étrangères a souligné à l'agence de presse algérienne le caractère mensonger de l'assertion française, précisant que les restrictions à l'accès au territoire français imposées aux titulaires de passeports diplomatiques et de services algériens ont été annoncées par la partie française dès le mois de février dernier. Ces mesures ont en leur temps été dénoncées par la partie algérienne à travers un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères daté du 26 février 2025. À cet égard, la source du ministère a rappelé que c'est bien le 13 février 2025 qu'un premier titulaire du passeport diplomatique algérien a été interdit d'accès au territoire français. Ce précédent a été suivi d'un second cas, intervenu quant à lui le 26 février 2025. Comme l'indiquait alors le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, ces deux cas ont fait l'objet de demandes officielles d'explications adressées aux autorités françaises. La source a ajouté qu'en cette affaire, la mauvaise foi de la partie française est manifeste. C'est elle qui assume la responsabilité des premières violations de l'accord en question. La réaction algérienne ne relevait quant à elle que de l'application de mesures équivalentes s'inscrivant dans le cadre de la stricte mise en œuvre du principe de réciprocité. La source du ministère des Affaires étrangères a conclu en affirmant que pour la partie algérienne, ce dossier est définitivement clos après la notification le 7 août dernier de la dénonciation par l'Algérie de l'accord algéro-français de 2013 relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Énergie est entrée en service de plusieurs installations dans la zone de production des hydrocarbures à Tinfoué et Tabencourt et
à Élizy. Il s'agit entre autres d'un complexe de traitement gazier comprenant 2 chaînes d'une capacité de 12 millions de mètres cubes par jour de gaz, une unité de production d'électricité d'une capacité de 125 MW et 355 km de gazoduc. Un nouvel aéroport à TFT et 2 bases de vie ont été également inaugurées par le ministre de l'Énergie, accompagné d'une importante délégation. Compte rendu de Mohamed Ayachi et commentaire de Walid Yosfi. Nous sommes au cœur du système de gestion d'une installation à la pointe de la technologie, le complexe de traitement gazier de Ain Sila. Chaque jour, ce site assure la transformation de 12 millions de mètres cubes de gaz, de 1800 tonnes de condensat et de 1600 tonnes de gaz de pétrole liquéfié. Il y a actuellement 25 puits de gaz naturel reliés à l'usine de production et de traitement de Ain Sila. Celle-ci permet de transformer le gaz brut en 3 produits, du gaz sec, des condensats et du gaz de pétrole liquéfié. C'est un pas supplémentaire vers le renforcement des capacités de production de Sonatrach et dans le développement du potentiel énergétique de l'Algérie. Nous sommes très satisfaits de l'ensemble des travaux et des progrès réalisés dans ce domaine et nous œuvrons à atteindre les objectifs fixés pour cette filière. À Tinfouye Tabankourt, ou plus communément appelée TFT, l'unité de traitement des gaz associés a été remise en service. Modernisée et renforcée, elle affiche désormais une capacité de production portée à 4,4 millions de mètres cubes par jour. En récupérant et en traitant les gaz associés, cela nous permet d'éviter le torchage, c'est-à-dire la combustion du gaz associé. Une fois les travaux achevés, la production de cette zone atteindra les 13 millions de mètres cubes de gaz par jour, ainsi que 1800 tonnes de condensat et 1600 tonnes de GPL. Ces installations sont nées d'une vision ambitieuse qui n'a pas négligé leur dimension humaine. À quelques kilomètres de là, des bases de vie modernes pensées pour assurer le confort des travailleurs ont été inaugurées, ainsi qu'un nouvel aéroport qui vient lui aussi renforcer cette dynamique en leur offrant davantage de souplesse et de facilité dans leurs déplacements. Nous avons procédé à la réalisation d'une base de vie relevant de l'activité du transport par pipeline pour assurer confort et bien-être aux travailleurs. Au sein du nouveau complexe, une base de vie moderne a également été réalisée pour servir de lieu de repos aux employés. À cela s'ajoute le nouvel aéroport de Tinfouye Tabankourt, une réalisation majeure qui facilitera considérablement le transport des voyageurs, des opérateurs et des partenaires. Notre visite dans la région de Tinfouye Tabankourt coïncide avec une date hautement symbolique, la journée du Moudjahid, une commémoration à la fois de l'offensive du Nord constantinois de 1955 et du congrès de la Soumam de 1956. Une date chère à nos cœurs qui coïncide cette année avec notre visite de ce site stratégique de Sonatrach dédié à la production des hydrocarbures. العزيزة كثيرا على قلوبنا تزامنت مع زيارتنا اليوم لهذا الموقع الهام لسوناتراك لإنتاج المحروقات. Avec ces réalisations, l'Algérie confirme sa détermination à renforcer ses capacités énergétiques, non seulement pour répondre aux besoins nationaux, mais aussi pour s'imposer comme acteur clé et fiable sur la scène internationale. Départ ce jeudi de la caravane médicale itinérante qui sillonnera 17 wilayas jusqu'à la fin de l'année en cours. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de la Santé en compagnie du ministre de la Jeunesse. Le but est de proposer des soins de base et des consultations dans les recoins les plus éloignés des hauts plateaux et du sud du pays. C'est l'initiative du réseau algérien des jeunes sous le haut patronage du président de la République, Moudi Ramzi Mohamedi. Ce matin à Alger, top départ pour la 5e caravane médicale itinérante. Première étape, la wilaya de Mila. La caravane devra sillonner tout le pays. Objectif, rapprocher les soins des populations, notamment dans les zones éloignées et enclavées. Consultations, dépistage, soins de base et actions de prévention seront proposés directement sur le terrain. L'action publique qui est dans les services publics de l'État, dans les services de santé, qui a été pour l'année 2022
2025 aussi un bilan très positif parce que nous avons dépassé 1023 actes de diagnostic à travers les endroits déshérités et éloignés. 17 wilayas, mais nous, nous prenons 58, les services publics prennent 58. Il y a d'autres associations qui font la même chose, mais je crois que tout ce qui est travail dans le sens où on vient pour compléter l'activité du service public est le bienvenu tout le temps. La caravane contient plusieurs spécialités et plusieurs spécialistes dans plusieurs spécialités médicales et chirurgicales en coordination avec l'IDSP au niveau du wilaya. Ça dépend le manque de chaque wilaya. Donc, parmi notre objectif de cette caravane, c'est de sensibiliser la population au niveau local. Algérie Télécom offre une solution technologique moderne qui s'appelle Verum, qui permet, c'est une solution de vidéoconférence qui permet aux médecins d'être connectés entre eux, de pouvoir se parler, de pouvoir faire leur travail avec plus d'aisance. Et ça permet aussi, c'est une solution qui permet aussi de faire le suivi des malades après les soins ou après des traitements médicaux. Des soins immédiats pour les citoyens, mais aussi une transmission de savoir pour les équipes médicales. L'autre mission clé de la caravane, former les médecins locaux dans chaque wilaya traversée. Les praticiens des centres de proximité bénéficieront d'un renforcement de compétences pour assurer un suivi durable. La spécialité gynéco-obstétrique, c'est bien sûr qu'elle est très importante parce qu'elle concerne deux vies, c'est la vie de la maman et la vie de l'enfant, du bébé. Et donc c'est pour ça on est vraiment motivés et c'est un honneur pour nous de participer durant cette caravane. Et au fur et à mesure, on va essayer de collecter et de recruter les malades qui nécessitent des interventions chirurgicales. On a fait déjà des formations de courte durée pour les médecins généralistes, pour les infirmiers, les aides-soignants. Ça aide, c'est une opportunité pour eux, pour ne pas se déplacer aux CHU ou faire des formations payantes. On fait des formations gratuites pour améliorer la santé des gens. Une initiative qui incarne la volonté de l'État d'instaurer une véritable équité sanitaire, une santé de proximité, mobile, humaine et solidaire au service de tous les Algériens. Agriculture à Ain Defla s'est dotée cette saison de 11 nouveaux silos de stockage de céréales, des installations qui répondent à un véritable besoin dans cette région à forte production céréalière et dont les capacités dépassent les 1 300 000 quintaux. Une aubaine également pour les agriculteurs Nadia Soltani et Walidi Osfi. À Ain Defla, les agriculteurs voient leurs conditions de travail s'améliorer. Longtemps contraints de parcourir des dizaines de kilomètres pour stocker leur récolte de céréales, ils bénéficient désormais de nouveaux silos de proximité, une infrastructure qui va simplifier le stockage et renforcer la sécurité alimentaire. La mise en service de ces centres de collecte modernes a changé le quotidien des agriculteurs. Le stockage se fait désormais sur place, rapidement et dans de bonnes conditions. C'est une bonne chose. L'agriculteur peut décharger directement sa marchandise. Je ne m'inquiète plus car je sais que ma récolte sera immédiatement stockée. Les agriculteurs ont salué cette initiative. Ça leur épargne de parcourir plusieurs kilomètres pour vendre ou stocker leur blé. De quoi encourager les agriculteurs de la région à améliorer leur rendement et à préparer la prochaine campagne dans les meilleures conditions. Nous remercions le président de la République pour ce projet. Il a donné la priorité à cette filière. Nous ferons tout pour être à la hauteur. Ce centre de stockage est une aubaine pour nous. Nous remercions le président de la République pour cette infrastructure. Cette production abondante ne fera qu'encourager les agriculteurs qui ont déjà bénéficié d'un accompagnement des hautes autorités de l'État à diversifier et à doubler leur production, et ce en élargissant les superficies cultivées. Un suivi régulier sera assuré pour consolider ces acquis. Encouragés par l'accompagnement des autorités locales et nationales, les agriculteurs se projettent déjà vers l'avenir. Diversification des cultures, extension des superficies, tous les indicateurs sont ouverts. Objectif affiché, atteindre l'autosuffisance alimentaire
et mettre fin à toute indépendance extérieure. La direction Khenchela, la capitale de la pomme, mais qui enregistre des chiffres records ces dernières années. Deux jeunes frères ont décidé de profiter des différentes aides des autorités et du climat idéal de la région en transformant des terres rocheuses en vergers de pommiers. Et cette petite exploitation à Tamza ambitionne d'atteindre les 150 000 pommiers comme prochaine étape. Abdelrahman Cheben, Majda Jahmoun. À Tamza, wilaya de Khenchela, deux frères, Habib et Salah, ont relevé un pari audacieux, transformer la roche et la montagne en un immense verger de pommiers. Avec 25 000 arbres déjà plantés, sur une surface de 10 hectares, leur ferme respire la vie et la promesse de récoltes abondantes. Notre exploitation rassemble plusieurs variétés de pommes. Nous nous sommes lancés dans cette activité il y a 2 ans. Nous entamerons bientôt notre 3e année et nous récoltons déjà le fruit de notre dur labeur. Nous voulons aller encore plus loin, développer de nouvelles variétés et élargir nos plantations. Nous employons une vingtaine de personnes, chiffre qui peut grimper à 50 saisonniers durant la période des récoltes. Depuis leur enfance, le parcours des deux frères est intimement lié au travail de la terre, renforçant leur détermination à s'orienter vers cette filière. Ici, rien n'a été facile. Le relief montagneux, les terres arides, l'isolement, mais avec une bonne dose de persévérance, ils ont su redonner vie à ces sols. Nous avons planté 27 000 pommiers de variété italienne, adaptés au système de culture intensive. L'opération n'a pas été facile, mais grâce à Dieu, nous avons réussi à revaloriser ces terres avec nos propres moyens, matériels et financement. Notre ambition est d'atteindre 150 000 arbres, surtout si l'État nous accompagne, notamment pour le raccordement au réseau électrique. Pour Habib et Salah, ce défi relevé n'est pas seulement une aventure personnelle. C'est une contribution au développement de la filière pomme en Algérie. Une première étape vers de plus grandes réussites. Signature ce jeudi d'une convention cadre entre Algérie Post, l'AADL et la Banque nationale de l'habitat afin de promouvoir le paiement électronique via l'application Balidimob. Elle permettra aux bénéficiaires des logements AADL 1 et 2 de régler leur mensualité directement via l'application Balidimob et prépare le terrain pour le paiement des premières échéances du programme AADL 3. À l'étranger, cet appel massif, ou plutôt des appels massifs à la mobilisation, manifestation et boycott le 10 septembre prochain en France, largement relayé sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un mouvement pour dénoncer les politiques restrictives des autorités françaises et la spoliation des acquis sociaux de la population. Le mépris également par lequel les élites répondent aux revendications populaires. Correspondance de Afaf Belhoujet. À l'approche du 10 septembre, un mot d'ordre circule sur les réseaux sociaux en France qui inquiète déjà l'exécutif. Le 10 septembre, ensemble, bloquons tout. Un mot d'ordre né au lendemain des annonces de François Bayrou sur le budget de 2026, coupe dans les fonctions publiques, suppression d'un fonctionnaire sur 3 et surtout la fin de 2 jours fériés. Nous devons contenir l'accroissement quasi mécanique des charges et cela signifie un effort. Je vous épargne le calcul que nous avons défini depuis longtemps, au moins à hauteur de 40 milliards d'euros. Sur les réseaux, l'appel s'est propagé comme une traînée de poudre. 2 collectifs, Indignons-nous et Les Essentiels, en sont devenus les catalyseurs. Dans les témoignages recueillis, c'est la même colère qui revient. Un Français sur 6 vit sous le seuil de pauvreté. Et quand ils descendent dans la rue pour appeler à l'aide, quelle est la réponse de l'État ? Boycott et des gestes individuels symboliques d'une part et appel au blocage routier et manifestation à la grève d'une autre. 2 approches différentes mais un même objectif, marquer un coup d'arrêt. Des revendications qui rappellent celles des gilets jaunes, salaire, retraite, coût de la vie, mais aussi critique frontale des élites avec en ligne de mire Emmanuel Macron. On retrouve donc dans ce début d'appel du 10 septembre un ensemble de caractéristiques communes avec le mouvement des Gilets jaunes.
comme par exemple le caractère local, la volonté de s'organiser de manière horizontale, des revendications sociales et surtout la participation de beaucoup d'anciens gilets jaunes qui se reconnaissent aussi dans cet appel du 10 septembre. Une inconnue à ce stade demeure. Cet appel débouchera-t-il sur une journée de blocage massif ou ne restera-t-il qu'une mobilisation numérique? En coulisses, syndicats et opposition observent. Certains y voient le risque d'un nouvel embrasement social, d'autres l'opportunité d'un front contre l'austérité. Une chose est sûre, le 10 septembre pourrait bien marquer la rentrée la plus explosive de ce quinquennat du président français. La machine de guerre sioniste a lancé son opération visant à prendre le contrôle total de Gaza en intensifiant les bombardements et les massacres des Palestiniens. Des dizaines de Palestiniens, de Gazaouis, ont été tués et d'autres blessés dans ces attaques barbares qui ont ciblé des tentes et des carrés d'habitation. Une nouvelle journée d'horreur dans l'enclave racontée par notre correspondant Wissam Abou Zaïd. Commentaire de Majda Jahmoun. Voici les débris du missile tombé sur des civils gazaouis. Ce projectile a tué des enfants innocents et des dizaines de civils. Il s'agit là du témoignage d'un rescapé palestinien qui a perdu toute sa famille lors de l'attaque sioniste qui a ciblé les tentes des déplacés. Une autre catastrophe qui n'a épargné personne. L'armée sioniste nous a attaqués pendant notre sommeil. La déflagration nous a réveillés violemment. Nous nous sommes retrouvés au milieu des cadavres. Dans les services d'urgence, la situation est dramatique. Les blessés affluent par dizaines, les martyrs se comptent par centaines. Médecins et infirmiers font face à une situation extrême, rendant impossible la prise en charge de tous les blessés. L'armée sioniste n'a pas cessé de nous attaquer avec des chars. Ils ont tué une dizaine de civils. Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit. À l'est de Gaza, la fumée s'élève depuis plusieurs quartiers, provoquée par les bombardements de l'armée sioniste, qui a d'ailleurs ordonné l'évacuation forcée de plusieurs secteurs de la bande pour une prise de contrôle totale. Les bombardements continuent de cibler les camps de réfugiés et les maisons. Nous ne dormons ni la nuit ni le jour. Les attaques de chars et les tirs de missiles ne nous laissent pas en paix. Nous sommes attaqués de partout. Une énième tragédie qui plonge encore une fois la population palestinienne dans la douleur et l'incertitude. Entre ruines, deuil et espoir fragile, les Gazaouis tentent de survivre à un quotidien rythmé par la peur des bombardements et l'attente d'un lendemain sûr. Nouveau revers infligé à l'occupant marocain après la confirmation de la présence de la race d'Al-Tikad à Yokohama. La manifestation s'est ouverte hier au Japon avec la participation d'une délégation sahraoui de haut niveau en tant que membre à part entière de l'Union africaine. Et cette confirmation fait suite à une énième manœuvre marocaine pour étouffer la cause sahraoui. Fouziataj ou Walid Yousfi. Nouveau revers diplomatique pour le Maroc. Malgré un lobbying intense, toutes ces tentatives pour isoler la cause sahraoui des instances internationales ont échoué. Pour rappel, l'an dernier, un scandale avait éclaté. Le représentant marocain avait eu recours à la violence contre son homologue sahraoui. Une mascarade qui a révélé au monde entier le vrai visage du Marzen. Cette fois-ci, à Yokohama, lors de la TICAD 2025, les organisateurs ont prévu une protection renforcée à la délégation sahraoui, conduite par le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Preuve de la perte de crédibilité croissante du Maroc. Membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, la République sahraoui participe de plein droit à ce sommet Japon-Afrique. Sa présence légitime et reconnue traduit la résistance d'un peuple qui lutte pour sa liberté et son droit inaliénable à l'autodétermination. La cause sahraoui bénéficie aujourd'hui d'un soutien international grandissant, d'une reconnaissance accrue au sein des instances onusiennes et d'une couverture médiatique renforcée. Au Brésil, la chaîne de télévision Comunitaria Brasilia diffuse désormais une émission mensuelle intitulée Sahara Libre, pour suivre l'actualité du dossier et dénoncer les manœuvres du Maroc. Por isso, a Frente Polisário continuou a luta. Em 1976, no território liberado,
foi proclamada. Depuis 1976, la lutte pour la libération se poursuit. Au Japon comme ailleurs, la voie du Sahara occidental continue de s'imposer, malgré les tentatives répétées de l'occupation marocaine d'effacer une cause plus que jamais présente sur la scène internationale. Retour dans le pays pour parler cinéma avec les journées du film révolutionnaire. Le coup d'envoi a été donné hier par le ministre de la Culture et des Arts, Zohair Balalou, à la Cinémathèque d'Alger en présence d'une pléiade d'artistes et de cinéastes. Le rôle du cinéma dans la préservation et le travail de mémoire a été le thème d'une conférence organisée à l'occasion. Et l'événement entre dans le cadre de la célébration de la journée nationale du Moudjahid, commémorant le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et du congrès de la Souma et se poursuivra jusqu'à demain, 22 août. Se protéger du soleil est primordial en cette période estivale, tout comme l'écran total. Pour la peau, les lunettes de soleil bloquent les ultraviolets, responsables de brûlures, de lésions de la cornée ou encore d'une sensibilité accrue avec l'âge. Mais comment choisir la bonne paire? Quels critères préconisent les spécialistes? Élément de réponse dans ce reportage de Rina Lorari. Sous un soleil éblouissant, le port des lunettes est une nécessité. Mais si certains ne sortent jamais sans leurs lunettes de soleil, été comme hiver, d'autres ne leur accordent pas beaucoup d'importance et les considèrent comme un accessoire de mode. Elles sont pourtant indispensables pour préserver la santé de nos yeux face aux rayons UV. En été, je ne sors jamais sans mes lunettes de soleil, mais le reste de l'année, je suis un peu moins rigoureuse et le soleil tape moins fort, donc je m'en passe plus facilement. Je choisis toujours mes lunettes chez l'opticien pour être sûre d'avoir des verres de bonne qualité. De préférence. Avant, les lunettes de soleil étaient portées accessoirement, mais aujourd'hui, je réalise à quel point il est important de les porter. Surtout que je veux absolument préserver la santé de mes yeux. Plus on prend de l'âge, plus on réalise à quel point nos yeux deviennent sensibles et qu'il faut en prendre soin. Moi, par exemple, je conduis beaucoup et les rayons de soleil peuvent gêner ma vision sur la route. C'est pour cela que je porte toujours mes lunettes de soleil et j'accorde une grande importance au choix de la qualité des verres. Et pour avoir de plus amples informations sur le port et le choix des lunettes solaires, nous avons rencontré un ophtalmologue qui nous explique l'importance de choisir des lunettes offrant une protection UV optimale. Il faut savoir qu'un verre foncé ne constitue pas spécialement une protection. Parce qu'un verre foncé qui n'est pas muni d'un filtre anti-UV dans la tranche de longueur d'onde 400 nanomètres est plus dangereux qu'un verre qui est muni de ce filtre anti-UV 400. Pourquoi? Parce qu'un verre sombre sans filtre entraîne une ouverture des paupières, une ouverture de la pupille, donc une exposition plus importante des organes de l'œil et notamment la rétine. L'exposition aux ultraviolets, elle peut donner des effets néfastes aux yeux en cas d'exposition prolongée et répétitive. Peut induire sur la peau déjà des paupières de ce qu'on appelle un coup de soleil, une brûlure superficielle qui peut, si elle est plus intense, entraîner des cloques. Plus en arrière, il y a la conjonctive, le blanc de l'œil, des rougeurs, des picotements, une sensation de grain de sable, une brûlure de la cornée par les photons, par la lumière du soleil et qui entraîne des douleurs très intenses, un larmoiement, une crainte de la lumière, voire une baisse de la vision. Instaurer le réflexe de porter des lunettes de soleil dès le jeune âge est donc essentiel pour préserver la santé des yeux à long terme. Une mention particulière pour les enfants qui sont en phase de maturation de l'œil. Tous les organes de l'œil sont en phase de maturation, donc plus fragiles et plus fragilisés. Et si nous devons, pour une question de budget, nous équiper en lunettes protectrices contre la lumière du soleil et notamment les ultraviolets, il faut d'abord privilégier les enfants aux adultes. Une opticienne nous éclaire sur les critères essentiels à prendre en compte lors de l'achat de lunettes de soleil.
Tout d'abord, il faut prendre en considération la forme de visage, le confort et l'ajustement aussi. Deuxièmement, la qualité des verres, il faut qu'il soit polarisé et offre une protection UV maximale. Améliore la clarté visuelle et le contraste. Elle élimine la fatigue oculaire dans des différentes activités comme le sport, en plein air et la conduite. Que ce soit en été ou en hiver, par temps ensoleillé ou couvert, le port de lunettes de soleil est un geste indispensable pour préserver la santé des yeux contre les dangers des rayons UV. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.